Si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît, on commence. C'est difficile après un cocktail, hein? On a dû faire le cocktail après. Le monde a envie de jaser. Merci beaucoup. Merci d'être là. Il y a encore des gens qui rentrent. Wow. Mon nom est Marie-Claire Dumas. Je suis la présidente, j'ai l'honneur d'être la présidente du conseil d'administration du CECI. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux et nombreuses, non seulement dans la salle, mais en ligne. Je pense qu'on a 200 personnes en ligne ou quelque chose comme ça. Donc, merci d'être là. Justement, pour ceux qui sont en ligne, j'ai des petites consignes. Nous avons la traduction simultanée vers l'anglais et l'espagnol. Il faut simplement cliquer sur l'icône du globe terrestre pour y accéder. For those of you joining us online, to access simultaneous translation to English or Spanish, simply click on the globe icon. Instructions have also been posted in the chat. Cela dit, ou ceci, nous travaillons dans des contextes de conflit et d'insécurité aggravés par la crise climatique et la persistance de la pauvreté extrême. Ces situations particulièrement éprouvantes sont exacerbées par des crises de toute nature qui poussent des millions de personnes à se déplacer pour assurer leur survie. La conférence de ce soir nous est apparue nécessaire pour nous aider à mieux comprendre les causes des mouvements migratoires, les implications pour la coopération internationale et pour prendre un temps avec vous pour réfléchir à notre devoir de solidarité, nous qui vivons dans des situations privilégiées. Je tiens donc d'entrée de jeu à remercier chaleureusement nos panélistes, Dr. Joanne Liu, Messieurs François Audet et Patrick Camille, notre animatrice Rachida Azdouz, ainsi que Monsieur François Crépeau, qui partagera ses réflexions à la fin du panel. Mais avant de vous les présenter, je vais inviter notre directeur général, Philippe Dongier, à vous adresser quelques mots sur notre organisation. Philippe, à toi. Alors bonjour, merci vraiment à vous toutes et tous d'être avec nous ce soir, où on va essayer de réfléchir ensemble sur cette question des migrations qui nous interpelle avec beaucoup d'angles très différents. Je commence d'abord par dire que le CECI, nous sommes conscients que notre bureau à Montréal et aussi ce rassemblement ce soir, qu'on est en territoire autochtone non cédé, que le peuple Kanien'kehá:ka est reconnu à titre d'intendant traditionnel des terres et de l'eau où on se réunit aujourd'hui. Je dirais que travaillant à travers le monde, le CECI est en fait solidaire des revendications des peuples autochtones et les peuples autochtones, les populations autochtones sont aussi très pertinentes pour la conférence ce soir. Dans plusieurs pays, ils sont les plus vulnérables par rapport aux crises. Et au Guatemala, par exemple, où notre organisme travaille beaucoup, on voit une grande portion de la population qui est vraiment soumise aux crises de façon intense et qui souvent n'a pas le choix que de se déplacer dans le pays ou de migrer par manque d'opportunités ou par d'autres crises majeures comme les insécurités. Et c'est vraiment quelque chose de criant au Guatemala. On voudrait vous dire quelques mots d'abord sur les contextes où on travaille dans beaucoup de pays. Quelque chose qui est vraiment frappant, vous savez sûrement à un certain niveau, mais je voudrais insister là-dessus, c'est à quel point il y a des vitesses variables dans les pays où on travaille. Donc pour nous, on travaille avec des pays dans des économies qui montent beaucoup en importance, des pays comme les Philippines, comme le Pérou, comme le Ghana, comme le Côte d'Ivoire, où la classe moyenne grandit très vite, où il y a des villes en croissance avec de plus en plus d'opportunités et où on sent un vrai optimisme, des ambitions, des trajectoires de convergence avec les classes moyennes à travers le monde. Et ça, c'est une réalité qui est là. En même temps, dans beaucoup de pays du Sud, on voit une très grande inégalité, souvent extrême, et en particulier dans des contextes où il existe des conflits, de l'instabilité et où la crise climatique frappe.
Donc, nous, par exemple, nous travaillons beaucoup en Haïti, on travaille beaucoup au Guatemala, on travaille dans plusieurs pays du Sahel où l'insécurité et la pauvreté s'aggravent en ce moment et où les femmes et les filles sont parmi souvent les plus vulnérables. Et donc, ce que l'organisme fait dans plusieurs de ces contextes, c'est travailler au niveau des opportunités et au niveau des droits. Au niveau des opportunités, on appuie le développement d'entreprises, beaucoup d'entreprises coopératives, mais aussi des PME, pour les rendre plus fortes et qu'elles créent plus d'opportunités pour les femmes en particulier, et aussi qu'elles soient le plus résilientes possible au changement climatique. Et dans ce contexte, on travaille énormément sur le leadership féminin de ces entreprises comme moteur d'opportunités pour les femmes. On a fait une analyse récente de l'impact dans l'Afrique de l'Ouest de ce travail et ça a révélé que plus de 200 000 femmes de cette région ont pu tirer des hausses de revenus suite à ces activités et aussi plus de résilience au changement climatique. L'autre grand axe, c'est les travaux sur les droits des femmes et des filles. Donc, dans les 10 dernières années, on a appuyé plus de 250 organisations en Haïti, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, avec l'objectif d'appuyer ces organisations dans leurs efforts pour réduire les violences qui sont particulièrement hautes dans les contextes d'insécurité, aussi de réduire les barrières à l'accès à des services de santé et d'éducation de qualité pour rendre ces femmes et ces filles plus résilientes aux crises qui sont là. On est bien conscient que ce genre d'action, c'est juste une petite partie de ce qui est nécessaire et des solutions, et que ça doit s'intégrer dans des stratégies plus larges pour la prévention ou la résolution de conflits ou pour l'équilibre politique, mais que ça peut être une partie importante d'un puzzle plus grand. Maintenant, quand on regarde le futur, et c'est pour ça qu'on est ici ce soir, je pense que tout le monde est conscient que c'est prévisible que les conflits et les crises continuent, même si en même temps, il y a l'autre vitesse plus positive dont on parle, mais que ce phénomène continue quand même dans plusieurs pays. Et donc, on veut réfléchir davantage à ce que ça veut dire pour nous en tant qu'organisation de coopération et tous les autres mécanismes de coopération dans le contexte de notre humanité commune. Quel genre de réponses sont les plus pertinentes? Et donc, très intéressé à écouter nos panélistes ce soir. On vous remercie beaucoup. Et là, je demande à Marie-Claire de maintenant présenter notre animatrice qui poursuivre la discussion. Merci beaucoup. Merci Philippe pour ces quelques mots. J'ai maintenant le plaisir et l'honneur de vous présenter quelqu'un que je considère comme une complice depuis de nombreuses années, peut-être une amie si j'ose, notre animatrice Rachida Azdouz. Rachida est psychologue, auteure, chroniqueuse et chercheure au laboratoire de recherche en relations interculturelles, le LABRI, à l'Université de Montréal. Actrice et observatrice de la scène interculturelle depuis plus de 30 ans, elle a siégé au Conseil des relations interculturelles du Québec, au Conseil supérieur de l'éducation et au Conseil supérieur de la langue française. En plus de collaborer à plusieurs ouvrages collectifs sur le pluralisme, elle a publié une trilogie sur le débat identitaire. Et tenez-vous bien avec les titres, Pas de chicane dans ma cabane, Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche, et penser, penser comme penser, le passé et penser l'avenir. Rachida, j'adore tes choix de titres et j'adore ton écriture. Le plancher est à toi. On y est. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, merci beaucoup, Marie-Claire. Quand Marie-Claire vous appelle une semaine où vous êtes particulièrement occupée et qu'elle vous dit, est-ce que tu peux venir? Ben, vous lui dites oui, tout simplement. Parce que c'est Marie-Claire. Voilà. Alors, et merci au ceci de réunir tout ce beau monde pour une réflexion ô combien nécessaire par les temps qui courent. Et merci aux panélistes d'être ici avec nous ce soir.
Alors, j'ai deux choses à vous dire. La première, je vais vous rappeler brièvement les objectifs de la rencontre de ce soir et le déroulement avant de demander à nos jeunes, fringants et charmants panélistes de se joindre à nous. Alors, les objectifs du panel, je tiens tout de suite à préciser que ce soir, même si on en a très envie, d'accord, même si le contexte s'y prête, on va se retenir, d'accord? L'objectif n'est pas d'évaluer, de dénoncer ou les politiques d'immigration au Québec et au Canada. C'est pas ça l'objectif. Même si on en a très envie, je comprends très très bien, mais il se trouve que c'est pas l'objectif de la soirée. Donc, on peut faire ça après autour d'un verre, ça fait du bien. On sortira le méchant plus tard. Mais pour l'instant, on va profiter de la présence de nos panélistes pour éclairer notre jugement et notre réflexion sur la question des migrations. Et il y a donc trois volets à la discussion de ce soir. D'une part, on va interroger les causes, c'est-à-dire poser la question des véritables motifs qui sont sous-jacents aux migrations, aux grandes migrations et aux mouvements de population. Donc, interroger les causes. Dans un deuxième temps, faire le lien et l'intersection entre la coopération internationale et les grands mouvements migratoires. Et dans un troisième temps, bien entendu, poser la question des actions, que faire, comment le faire et que faut-il faire. Donc ça va? Ça vous convient? Là, je viens de perdre ma page, donc mais c'est pas grave, je sais de quoi il faut parler. Alors, on va commencer. Il y a un panéliste qui sera avec nous en ligne. Est-ce qu'il est déjà là? Patrick? Est-ce qu'il est déjà là? Il va commencer avec le panel, d'accord. Donc, juste pour vous dire qu'un des panélistes n'est pas avec nous en présentiel ce soir, mais il sera avec nous en ligne. Donc, on s'assurera de ne pas l'oublier dans nos échanges. Je vais rapidement vous rappeler le déroulement de la soirée. Dans un premier temps, nous avons le bonheur de recevoir Dr. Joanne Liu, qui est notre conférencière principale ce soir, dont je vais vous lire les notes biographiques sous peu. Ensuite, Joanne, vous aurez une dizaine de minutes pour nous entretenir. On n'a pas eu beaucoup à la convaincre puisqu'elle préfère échanger avec la salle, donc elle ne s'est pas battue pour parler 20 minutes. Ensuite, nous allons demander à nos panélistes de se joindre à nous pour partager avec nous leur réflexion sur le pourquoi les migrations et comment. Et une fois qu'on aura terminé donc cette partie du panel, Joanne va rester avec nous parce qu'elle sera interpellée également pendant le panel. Et nous avons sorti de notre chapeau ce soir François Crépeau. Donc nous avons le bonheur. François, êtes-vous là? Ah, il est au fond, il est discret. OK. Alors, François Crépeau qui va également partager avec nous sa réflexion sur la question qui nous réunit ce soir. Je sais, j'ai une minute, je vais finir avant. Et voilà. Et on va terminer sur cette belle note-là. Et ensuite, les gens pourront continuer la discussion autour d'un verre après cette belle soirée. Alors, je vais demander au docteur Joanne Liu de se diriger vers la chaise. Oui, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Entouré ou encadré, ça dépend. Il va prendre les deux, je pense. Il va prendre les deux, il se fera encadrer, puis tant qu'il ne se fait pas germiner, là, ça va. Alors, est-il encore nécessaire de présenter le docteur Joanne Liu? Mais on va le faire. Urgentiste et pédiatre. Elle œuvre avec Médecins sans frontières depuis longtemps, au cœur des grandes crises humanitaires depuis 1996, avec près de 30 ans, de 30 missions, pardon, de terrain en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Haïti. Elle a acquis une vaste expérience de l'humanitaire. Je tiens tout de suite à le préciser. Dr. Joanne Liu nous a dit, je ne suis pas une spécialiste de la coopération internationale, mais de l'humanitaire. Et c'est donc avec dans cette perspective-là que je vais m'adresser à vous ce soir. De 1999 à 2002, elle a été gestionnaire de projet au bureau de Médecins sans frontières à Paris. Elle a également été la première femme élue présidente internationale de Médecins sans frontières.
un poste qu'elle a occupé pour 2 mandats, de 2013 à 2019. À la tête de Médecins sans frontières internationales, elle a été une voix de premier plan qui s'est prononcée sur les crises médicales, humanitaires, notamment lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle a plaidé pour ses causes sur diverses plateformes internationales. Aujourd'hui, Dr Liu pratique au CHU Sainte-Justine en tant que pédiatre urgentiste et elle est professeure à l'École des populations et santé mondiale de l'Université McGill. Elle est également présidente du Centre de dialogue humanitaire. C'est un bonheur de vous avoir avec nous ce soir. Alors, vous avez une dizaine de minutes. Bonsoir, merci. Et elle sort un livre dont je lui laisse le soin de vous donner le titre, puisque je pense que vos propos sont extraits des constats que vous avez dégagés et publiés récemment. Donc, un état de situation. Donc, vous allez dresser la table en quelque sorte en nous présentant un état de situation et les constats qui sont extraits de votre livre. Alors, Dr Joanne Liu, à vous. Oui, c'est tout de suite. On va l'appeler plus tard. Super. Donc, bonsoir tout le monde. C'est un énorme plaisir d'être ici. Comme plusieurs d'entre nous, on a tous fait partie de la famille de ceci à un moment donné. Moi, j'ai fait un cours de médecine tropicale dans les années 80 en soirée, donc je me rappelle de ça. Mais je suis pas allée sur le terrain comme mon collègue François. Donc, moi, je suis québécoise, chinoise, canadienne. La migration, là, je vous le dis d'avance, là, je suis biaisée. Donc, on va dire ça tout de suite, là. Je déclare mes problèmes, là. Fait que moi, je suis un produit de la migration. Puis, honnêtement, c'est quelque chose qui vient me chercher. Donc, je vous ai préparé une allocution. Et puis, je suis pas sûre que je vais suivre toutes les règles de Rachida. Je chiale un peu, mais c'est ça. Mais ça fait partie des MSF, c'est dans notre ADN. Médecins sans frontières. OK. Moi, il y a des mots qui me hantent toujours, dont ceux d'une mère syrienne rencontrée sur l'île de Lesbos en Grèce. Puis je me rappelle, quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez quitté la Syrie? Elle me regarde, puis elle dit, en voulant dire, hey, ma tante. J'ai dit, elle répond, j'ai quitté la Syrie car tous les jours, on meurt en Syrie. Mais si j'avais su que j'étais pour perdre ma dernière once de dignité, j'aurais préféré mourir sous les bombes en Syrie. En Syrie, 13,2 millions de personnes sont en déplacement forcé. 6,7 millions ont quitté la Syrie. Ils rejoignent les millions qui sont en déplacement. On parle de 120 millions en déplacement forcé, des pères, des mères, des fils, des filles. Là-dessus, il y a 43 millions de réfugiés, puis il y a 68 millions de déplacés internes. Mais en fait, sur ces déplacements-là forcés, la moitié c'est à l'intérieur des frontières. Mais ce qui me touche toujours, moi, comme pédiatre, c'est 40% sont des enfants. Chaque minute, donc quand je vais avoir fini cette allocution-là, qui est de moins de 10 minutes, il va y avoir eu 200 personnes. Chaque minute, 20 personnes dans le monde quittent tout pour un meilleur futur ou pour leur survie. Les réfugiés, à travers le temps, sont passés de héros à fardeau, à menaces existentielles. 3/4 des réfugiés dans le monde viennent de 5 pays, l'Afghanistan, la Syrie, le Venezuela, l'Ukraine et le Soudan. Je pense que si on pouvait fuir Gaza, on aurait des gens qui viendraient de cette partie du monde-là. 2 millions d'enfants sont nés réfugiés entre 2019 et 2023. Qu'on soit clair, 69% des réfugiés sont accueillis dans un pays voisin du conflit qu'ils quittent. Nous, on a fait des sondages à Médecins sans frontières. On fait toutes sortes de sondages. Des fois, c'est pas complètement evidence-based, là. Mais une fois, on a fait un questionnaire pour demander aux gens qu'est-ce que vous mettez dans vos bagages quand vous partez? Qu'est-ce que les gens mettent? Quoi? Photo? Bonne? Hein? Les clés, exactement. Tout le monde met
son porte-clés parce que tout le monde espère de revenir. C'est universel. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que tant qu'on va laisser faire des conflits sans limite, où le civil, le citoyen, est devenu un dommage collatéral acceptable dans une guerre, où il n'est pas épargné, on ne peut pas feindre l'étonnement que les gens puissent fuir. En 2022, il y a eu 1730 attaques sur la mission médicale. Ça veut dire les hôpitaux, les soignants, les patients, les accompagnants, le matériel médical. 75% de ces attaques-là étaient en Ukraine. 11% est en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 2023, 1471 attaques. 58% en Cisjordanie et la bande de Gaza. 18% en Ukraine. Les migrants sont en déplacement forcé de leur maison, leur terre natale. Ils fuient les guerres, on l'a dit, la persécution, la famine, le crash économique. On doit être clair, il n'y a pas de bons ou de mauvais migrants, que ça ne vous plaise ou non. De l'Amérique centrale à l'Afrique, au Moyen-Orient, à l'Asie, il y a un flot humain d'hommes, de femmes, d'enfants qui traversent des déserts, des montagnes, des océans, tous à la recherche d'un lieu sécuritaire et d'une promesse pour un futur. Mais à chaque jour, ils tombent dans une impasse, un mur, des clôtures barbelées, un labyrinthe administratif kafkaïen qui rejette leur demande d'asile. C'est quand même farfelu que dans les dernières années, la Hongrie s'est dotée de 260 kilomètres de murs barbelés, que le Bélarus en a mis 180 kilomètres, puis que les États-Unis sont les champions du concours de clôture, 727 kilomètres. Ces migrants-là, ces gens-là qui fuient, les plus chanceux sont parqués dans des containers, dans des squats. Les malchanceux vivent dans des forêts vivotes ou des lieux de rétention qu'on ose appeler centres de détention. Ces lieux-là sont devenus des lieux de non-droit, de dignité humaine bafouée, de prédation sur l'humain. Et moi, ce qui me choque profondément, c'est que c'est souvent subventionné sur des fonds publics, notamment l'Union européenne. Aujourd'hui, les politiques de migration restrictive ajoutent au fardeau psychologique et physique des personnes en déplacement, bien sûr. Puis, il faut se le dire encore, fuir pour sa vie aujourd'hui n'est pas suffisant. On doit incarner la vulnérabilité extrême pour pouvoir avoir l'asile. Je l'ai vu dans les centres de transition, notamment en Europe. Les gens sont rendus pour se mettre plus éligibles de monter un dossier de vulnérabilité. Il y en a quelques-uns qui vont faire des tentatives suicidaires. Il y a des jeunes filles qui vont devenir enceintes. C'est en sacrifiant cette dernière once de dignité-là qu'ils espèrent s'évader d'un cycle migratoire de prédation. Pour ajouter l'insulte à l'injure, aujourd'hui, nous criminalisons les gens aussi qui essaient d'aider les migrants. Que ce soit un fermier en Europe ou que ce soit un des bateaux d'MSF Géobaran, c'est un navire de recherche de sauvetage opéré par Médecins sans frontières qui faisait comme accomplissement de faire des sauvetages légaux en mer internationale et qui, il y a quelques semaines, a eu un ordre d'immobilisation après avoir débarqué 206 personnes à Gênes. Qui aurait cru que sauver des vies devient illégitime et condamnable? Le 18 mars 2016, les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie ont signé un indécent accord utilisant les humains comme de la monnaie d'échange, rejetant un migrant dit irrégulier en échange d'un migrant régulier. Ça a fait des petits. Il y a eu l'accord après ça de l'Angleterre avec le Rwanda et ce qui fait les manchettes tout le temps aujourd'hui, Italie-Albanie. Donc, on revient sur l'Albanie. Un accord il y a 5 ans, signé l'an dernier par la première ministre italienne Meloni et son homologue albanien. Jusqu'à 3000 migrants par mois peuvent être capturés par les gardes côtiers italiens dans les eaux internationales pour être gardés, renvoyés en Albanie et à partir de là, ils feront leur demande d'asile. Moi, je trouve qu'en concentrant seulement sur la variable de réduire le flux, parce que c'est ce qui fait gagner des votes, ces politiques migratoires ont un coût humain. Clairement, ça vandalise leur dignité humaine, ça bannit tout espoir.
Les gens qui me connaissent savent que je suis une fan de Camus. Puis Camus disait, le plus grand malheur de l'homme, c'est son expérience. Je dis toujours, il n'y aura jamais un mur trop haut, une mer trop dangereuse, un parcours trop périlleux pour empêcher un parent de rêver pour un futur pour son enfant. J'en suis le résultat. C'est universel. Le pattern se répète en Libye, en Tunisie, au Bangladesh, au Soudan, en Haïti. Les gens fuient pour leur survie ou pour une vie meilleure. Ils sont prêts à payer le prix odieux de perdre leur dignité. Cette discussion ce soir pourrait être inconfortable, mais souvent l'inconfort, c'est pas suffisant. On ne peut pas seulement décrier des situations inhumaines. Nous devons rejeter ces politiques qui mettent le pouvoir politique en tension envers les gens qui ont besoin de protection, d'un futur sécuritaire. Moi, je crois que nous devons contester, dénoncer les politiciens qui ont abandonné notre humanité commune, qui pensent qu'on peut déménager 80 000 demandeurs d'asile du Québec dans une autre province, comme un pion sur un jeu d'échecs, et qui, par défaut, légitimisent des propos déshumanisants sur les migrants. Et je vais terminer avec ça. Nous savons que les mots comptent, et nous savons aussi qu'ils ne sauvent pas des vies, mais on sait surtout que le silence tue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne. Vous allez rester avec nous. Alors, le moment est arrivé de commencer avec notre panel. Je vais demander à François Audet de se joindre à nous. Et je vais lire votre longue biographie, comme ça va trahir votre âge. Tiens. D'accord. Voilà. Donc, nous avons François Audet et nous avons Patrick Camille. Il est avec nous? Il est là? D'accord. Bonjour, bonjour Patrick. Bonjour. Je vais d'abord vous les présenter et ensuite nous avons des questions à adresser à chacun d'entre eux. Vous m'avez dit aussi que vous étiez délinquant, vous n'allez pas répondre aux questions, c'est ça? Ah bah bon, c'est pas grave. J'ai jamais eu d'autorité, je vous le dis. Bon, alors, donc François Audet est professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion, à l'Université du Québec à Montréal. Il est directeur général de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, ainsi que de l'Institut d'études internationales de Montréal. Ses recherches portent depuis plusieurs années sur les enjeux migratoires, en particulier dans la région de l'Amérique centrale, où il se rend fréquemment pour documenter la situation dans la région du Darien. Avant sa carrière académique, M. Audet a cumulé plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'aide humanitaire. Et il a notamment été chef de la délégation régionale de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien pour la Croix-Rouge canadienne et directeur des programmes pour Care Canada. Il a également travaillé plusieurs années en Amérique latine et en Asie du Sud-Est pour le CECI. Vous revenez à la maison. D'accord. Où il a occupé le poste de chef de projet d'aide humanitaire. Fort de son expérience, il a participé à plus d'une centaine de missions humanitaires et d'appui technique, notamment en Haïti, en Colombie, dans la Corne de l'Afrique et dans la région du Sahel. Vous êtes à votre place, là. Ça va, ça va. Je vais également présenter Patrick Camille. Patrick, vous êtes là? Bonjour, Patrick. Voilà. Et bonsoir. Alors, Patrick Camille est consultant. Ça va reviendre, comme disent les enfants. Il ne faut pas se laisser démonter. Ça marche? Oui, parfait. Alors, Patrick Camille est consultant en droits humains et directeur adjoint de projet de lutte contre la traite des personnes mis en œuvre par l'UMOS et financé par UZ. Patrick Camille est également une personne en situation de migration et un ancien employé du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, une organisation dédiée à l'accueil des migrants haïtiens expulsés de la République dominicaine, où il était chargé de réinsérer les rapatriés à la société haïtienne, tout en encourageant la solidarité et la coopération de la population locale.
Dans son rôle au Gard, il venait également en aide aux déplacés internes victimes du tremblement de terre et a contribué au lancement d'un programme de formation aux droits humains. Monsieur Camille est également coach au mouvement des partenaires de la citoyenneté engagée en Haïti, créé avec l'appui d'Equitas. Voilà. Donc voilà. Voilà. Quand même. Des longues feuilles de route quand même. Alors, on va, dans un premier temps, commencer. Ma première question s'adresse à vous, Patrick. Êtes-vous prêt? J'ai pas besoin d'attraper un torticolis, j'ai pas besoin de me retourner, je le vois pas quelque part là? Non, Tu es. non, Alors, Patrick, vous avez à peu près 3-4 minutes pour répondre à ma question. Vous êtes correct? D'accord. Ouais. Alors, la situation en Haïti est alarmante. Des centaines de milliers de personnes déplacées par l'insécurité à l'intérieur du pays et à l'international et des dizaines de... Ah, c'est horrible. Et des dizaines de milliers de personnes renvoyées de force en Haïti par les États voisins. Comment comprenez-vous cette situation? Et considérant votre parcours personnel et votre expérience professionnelle avec les personnes migrantes d'Haïti, pouvez-vous partager avec nous comment se vit cette réalité par les personnes directement concernées? Vous pouvez faire ça en 4 minutes? Bonsoir à toute l'assistance. Merci aux ceux-ci de m'avoir associé à cet événement et surtout aux côtés de personnalités de renom en matière de migration. Et je commencerai par dire que au moment où je prends la parole devant cette assemblée, mon pays que je chéris vit une situation extrêmement difficile où la population est prise en otage par des bandits armés. Pour correction, il ne s'agit pas d'un conflit armé au sens traditionnel, au sens académique du terme, mais plutôt d'un pays où des bandits, comme je le redis, ont pris en otage une population. Je vous fais grâce des chiffres puisque les rapports de l'ONU ou des ONG internationales sont assez éloquents là-dessus, mais je répéterai quand même que seulement pour cette année, plusieurs rapports ont mentionné le chiffre de 4000 personnes depuis le début de l'année qui ont été tuées. Environ 53 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et depuis 2021, on a environ 116 000 personnes qui ont été déplacées. Pas plus tard que le début de ce mois, 65 personnes dans une seule commune ont été tuées pour une simple question de contrôle du trafic des bus de transport public. La ville de l'Arcaïère, sur la route du Nord, vient tout juste de recevoir son pli de balles assassines. Le quartier de Solino à Port-au-Prince est depuis le 17 octobre sous les balles de bandits armés. Et certaines fois, dans les affrontements entre la police et les bandits armés, la population n'est pas épargnée. Comme vous l'avez souligné, un ensemble de personnes se sont vues obligées de quitter le pays pendant ces dernières années. Au point qu'en 2023, 36 000 personnes qui avaient quitté le pays ont été rapatriées dans le pays en dépit de la situation aggravante telle qu'elle est. Les pays voisins, les pays amis, peut-être n'ont pas compris l'ampleur de la situation, ont rapatrié un bon nombre de personnes. En effet, des forces politiques et économiques, sûrement avec des amis au niveau international, ont fait entrer en Haïti des armes destructrices et depuis 2021, on assiste à une remontée de l'insécurité et la population se trouve en proie. Les militants de droits humains, malheureusement, se retrouvent non pas entre deux feux, mais entre trois feux. D'abord, les bandits qui menacent les organisations de droits humains de les avoir dénoncés et considèrent que si aujourd'hui on les reconnaît comme étant des bandits, c'est le travail des organisations de droits humains. En face, on est également menacé par les autorités, surtout ceux qui étaient là préalablement, comme enfin, pour les avoir dénoncés, surtout pour leur connivence avec certains bandits armés. Et malheureusement, on est en proie aussi à une population qui a été mal informée
au point de considérer les militants de droits humains comme des personnes qui défendent les bandits, tout simplement parce qu'on réclame le droit à la vie, parce qu'on réclame le droit à l'intégrité physique, et que l'on déclare que l'exécution sommaire et extrajudiciaire n'est pas de mise. Les droits humains ne sont pas comme un banquet où l'on peut entrer et se servir, choisir certains droits, mais que le droit à la vie, c'est aussi pour tout le monde. Et quand certaines déclarations de ce genre sont faites, les militants de droits humains se trouvent en face de la population elle-même, cette même population que les militants de droits humains défendent. Faute de compréhension, bien sûr. Pendant mes 7 années passées au Gard, mon discours a toujours été, pour les rapatriés, de rester au pays, de revenir et de travailler à son développement, de voir comment arriver à construire une masse critique de personnes partagées par une certaine citoyenneté afin de relever ce pays. Voilà que je me retrouve aujourd'hui dans la posture de cette personne à qui je donnais des conseils pour essayer de voir comment reconstruire ce pays en toute dignité. Alors, on arrive à la question, comment est-ce que je vis cette situation? D'abord avec un sentiment d'impuissance. Un sentiment d'impuissance car on se retrouve face à une situation à laquelle on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre dans la mesure où même ceux qui nous gouvernent sont moins puissants au niveau des armes que les bandits eux-mêmes. Et des demandes ont été faites pour un appui depuis très longtemps. Ces appuis ont tardé à venir. Aujourd'hui, une force multinationale est en présence qui tarde encore à donner des résultats. Donc, timidement, on assiste à des actions, mais je le répète, timidement. Donc, j'assiste à cette situation, je vis cette migration avec un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que d'autres militants de droits humains peuvent aider à faire? Qu'est-ce que la coopération peut aider à faire à travers les organisations qui nous ont toujours appuyés? Je le vis aussi avec un sentiment de frustration. De frustration dans la mesure où j'ai passé plus d'une vingtaine d'années à travailler dans les organisations haïtiennes de droits humains ou d'ONG internationales qui ont quand même mis en place des réseaux de protection de droits humains, des réseaux de protection de femmes, des réseaux de protection d'enfants, qui, par exemple, avec l'appui d'Equitas, nous avons mis en place des accompagnateurs et accompagnatrices communautaires dont la mission était d'enseigner la citoyenneté engagée et les valeurs des droits humains. Donc, plus de 20 ans d'éducation aux droits humains et aujourd'hui, on assiste impuissant à une situation où on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce que nos stratégies n'ont pas été assez bonnes. Je vis aussi cette situation avec le stress des membres de la famille qui sont restés au pays. À chaque fois, on se demande qu'est-ce qui va se passer, quelles nouvelles est-ce qu'on va écouter. J'ai eu des proches qui ont été kidnappés, 2 cousins de ma femme ont été kidnappés. Un coach du programme de citoyenneté engagée a vu 2 de ses enfants kidnappés. Aujourd'hui, il se réfugie au Canada. Un collègue du projet de renforcement de la justice en Haïti a vu sa maison saccagée. Tout a été pillé et il a dû s'enfuir grâce à des voisins. Donc, on a ce sentiment de stress à chaque fois que l'on se regarde et qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer demain, quelle nouvelle est-ce que je vais entendre. Mais aussi, en tant que migrant, il y a un ensemble de défis auxquels on fait face qui nous interpellent aussi. D'abord, la question de la langue. La question de la langue, pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans l'éducation aux droits humains, j'aurais toujours aimé continuer dans cette lancée. Mais comment est-ce que je vais le faire dans un pays où je dois apprendre une nouvelle langue, ou plutôt améliorer ce que je sais dans cette langue? Un autre élément fondamental. Patrick, excusez-moi, on va vous demander de conclure, de résumer un petit peu, puis de conclure, parce que votre temps est écoulé. C'est difficile de vous interrompre avec ce que vous êtes en train de nous dire, mais malheureusement, je suis obligée de le faire.
Parfait. Merci, Patrick. Donc, je termine pour dire que cette situation est vécue aussi avec les discours politiques que l'on connaît dans certains pays où les migrants sont pointés du doigt. Vous avez eu récemment vent de ce qui s'est passé avec un candidat à la présidence dans le pays où je vis. Et donc, c'est toujours difficile pour les personnes qui migrent de se retrouver. On est obligé de se réinventer, mais aussi avec l'espoir qu'on arrivera, grâce à la solidarité, de revenir un jour et de pouvoir continuer à travailler pour relever la situation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour votre analyse et votre témoignage. Donc, les deux niveaux ont été très, très pertinents pour nous. Et merci, merci. De toute façon, vous restez avec nous. Alors, la parole maintenant est à François Audet. François, vous étudiez les crises humanitaires et les grands flux migratoires depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez nous résumer votre compréhension des grandes tendances, des tendances lourdes en la matière? Et est-ce qu'une analyse différenciée est pertinente selon vous, notamment par rapport aux risques auxquels les personnes en situation de grande vulnérabilité, notamment les femmes, font face durant les migrations? Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question existentielle en 4-5 minutes? Je vais essayer d'être aussi bref que Patrick. Non, mais vous la voyez. Patrick ne voyait pas. Mais vous allez la voir, elle est juste devant vous. Il n'y a pas de souci. Dans le statut du commandeur, là. Merci pour l'invitation. Comme le disait Joanne, ça fait plaisir de revenir dans la famille. Il y a 30 ans, je partais comme stagiaire ceci. Alors, je me sens toujours un petit peu chez moi. Ça vous donne donc exactement mon âge. Bref, les tendances, écoutez, les tendances récentes, évidemment. Joanne a placé déjà certains grands chiffres, certaines grandes crises aussi. Tu as mentionné là, les endroits qui génèrent des réfugiés pour des raisons de conflits importants. Soudan, Venezuela. Bon, tu parles de Gaza, évidemment, qu'on ne peut pas inclure à l'intérieur de ça parce qu'ils sont littéralement emprisonnés. Mais au-delà de ces des grandes zones de conflit qui, donc, effectivement, forcent la population à quitter, ce qu'on observe, c'est une tendance, évidemment, on est ici pour en parler, là, ça fait un peu cliché, mais qui est en train de transformer la démographie mondiale. Ce sont des données, des statistiques qu'on n'a jamais vues. Et à chaque année ou à chaque 6 mois, quand ces données sont mises à jour, Joanne en a fait état un petit peu, ben on dit qu'il n'y a jamais eu autant de migrants, autant de réfugiés, autant de déplacés internes. Je dirais les vecteurs au-delà des grands conflits qui fait en sorte que les populations vont se déplacer, on peut les mettre dans 2 grandes catégories, l'insécurité et les enjeux économiques. Parfois intimement liés, évidemment. Mais ce qu'on observe dans les recherches récentes, notamment, en tout cas celle où je suis impliqué en Amérique centrale, donc dans un des 3 ou 4 grands corridors migratoires mondiaux actuellement, donc on voit l'Amérique centrale, on voit le courant par la Libye, on voit le courant par l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, donc les 4 grands corridors. C'est vraiment les enjeux d'insécurité et de petite criminalité qui forcent le plus de la population à partir. Autrement dit, et dit simplement, à partir du moment où des gens ont des moyens de partir, ils vont le faire si leur sécurité en dépend. Joanne l'a bien mentionné, si des familles vivent de l'extorsion, de la violence, des enjeux de violence sexuelle, évidemment, c'est vraiment l'insécurité qui va faire en sorte que les populations vont quitter, dans un premier temps à l'interne et dans un deuxième temps, si nécessaire, au-delà de leurs frontières et des régions. Un élément, et je conclue là-dessus parce qu'évidemment, vous comprenez que je ne peux pas tout faire le tour en 5 minutes, mais ce qu'on constate, c'est que ces corridors migratoires-là sont des autoroutes économiques et forcent le déplacement à aller plus loin. Vous savez qu'en Amérique centrale, actuellement, la migration est plus rentable pour les narcotrafiquants que la cocaïne. Alors, les groupes armés qui sont
tous ou à peu près liés, comme vous le savez, aux narcotrafiquants, ont un intérêt que les populations se déplacent. Il y a de l'extorsion qui se fait à chaque autobus, à chaque taxi, à chaque frontière, et on va continuer à le faire et forcer la population à toujours aller un peu plus haut et un peu plus loin parce que l'endroit où ils sont n'est pas favorable à rester pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et évidemment, après, on va aller plus loin, on va aller au Mexique, éventuellement en Amérique, aux États-Unis, et peut-être 5 de la population dans le corridor actuel nous amène au Canada. Alors, c'est vraiment un corridor de violence, d'extorsion, qui va faire en sorte que les populations vont être forcées à continuer leur chemin. Et très rapidement, puis je vais le faire probablement très maladroitement, cette analyse différenciée auquel vous faites référence. Alors oui, tout à fait. Il y a des groupes plus vulnérables que d'autres à l'intérieur de tout ça. Vous faites référence évidemment aux femmes. En Amérique centrale, dans la région du Darien, là, que j'ai étudié beaucoup, que Joanne connaît également, les violences sexuelles, en fait, le viol est un prix à payer hein, pour passer certaines zones frontalières, littéralement. Et pas que les femmes, les enfants aussi. Les personnes âgées traversent cette jungle-là, comme vous avez tous vu les images, évidemment, et certains, évidemment, ne passent pas à travers. Alors, ce sont des conditions épouvantables et inhumaines. Et souvent dans ce qu'on appelle dans des zones qui sont des no man's land. La région du Darien, particulièrement, est une zone qui, oui, appartient soit au Panama, soit à la Colombie, mais cette zone tropicale de forêt tropicale, finalement, elle est laissée aux groupes criminels, aux groupes armés. Et les populations, on parle de centaines de milliers de personnes, hein, voire de millions de personnes maintenant qui traversent depuis les dernières années le corridor du Darien. Et ont tous passé à travers cette violence-là. Alors, voilà ce que je peux dire en quelques minutes pour le moment, pour cette première tournée de questions. Merci beaucoup. Vous avez été encore plus vite qu'on pensait. Merci. Merci. Pour tout à l'heure, ne vous énervez pas. Vous allez prendre votre temps. Ne vous inquiétez pas. D'habitude, on administre un choc électrique quand les personnes parlent trop longtemps, mais aujourd'hui, le sujet est trop important. Alors, puisque nous avons Joanne Liu avec nous, alors Joanne, on va vous poser une petite question. Dans votre livre, L'ère de la peur, vous dites que l'ère de la peur, donc notamment à partir de 2001, on sent une érosion des solidarités internationales. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous en dire plus sur ce déficit de solidarité internationale et comment ce déficit de solidarité contribue à l'augmentation des conflits et des migrations qui en découlent, et comment est-ce que l'ère de la peur limite la coopération entre les États et la responsabilité des États dans la réponse aux crises humanitaires? Vous avez aussi quelques minutes pour le faire, Joanne. C'est court, hein? OK. Merci. J'ai juste surenchérir ce que François a dit quand même. Il faut quand même se rendre compte hein, que les routes migratoires, c'est un business. Puis c'est ça l'horreur de la chose. Et qu'il n'y a pas de... les gens ont aucune limite par rapport à ça. Et un migrant rentre dans le cycle migratoire, puis il vaut plus cher tant qu'il est là, parce qu'à chaque étape, il se fait estorquer, et puis jusqu'à temps qu'il meure. Et comme moi, quand j'ai fait la route migratoire, de l'Amérique centrale, aller jusqu'aux États-Unis, c'était très, très clair. Puis quand il se faisait déporter des États-Unis au Honduras, il sortait de l'aéroport et il y avait ce qu'on appelle le passeur, le coyote, qui l'attendait pour le remettre dans le cycle. Et c'était ça. Hein? Donc, il faut juste se rappeler que c'est tellement noir, c'est tellement vicieux, ça n'a pas de nom, c'est scandaleux, en fait. Donc, je voulais juste renchérir là-dessus. Pour mon livre, que j'ai choisi le nom hyper sexy, L'Ebola, les bombes et les migrants, je ne veux pas que vous fassiez, vous faites peur avec ça, là. Ça se lit comme un roman. Je dis, c'est comme un Tintin, c'est de 17 ans à 87 ans, OK? Fait que j'ai pris un co-auteur parce que si je l'avais écrit tout seul, ça ressemblait à un rapport médical. Avec un co-auteur, c'est un peu lisible. Donc, cela dit, ce que je dis dans mon livre, mon postulat de base, c'est que je dis que on vit à l'ère de la peur. Je pense que ça s'est cristallisé autour de l'événement d'attaque des tours le 11 septembre 2001. Puis à partir de ça, ça a donné un boulevard pour pouvoir vivre notre obsession sécuritaire.
Et cette quête sécuritaire-là, elle a érodé nos mécanismes de solidarité. Je donne trois cas d'espèce. La crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2016, on y a seulement répondu quand nous, l'hémisphère nord, on s'est senti menacés. Les attaques sur les hôpitaux, on est clair sur le droit de guerre que les hôpitaux, ce n'est pas une cible, mais là, on voit l'ennemi partout, même dans les hôpitaux. Et pour les migrants, ben, on peinture les migrants comme une menace existentielle si on les accueille chez nous. Donc, c'est à ce niveau-là dont je parle. Et pourquoi cette obsession sécuritaire-là, c'est un problème? Parce que le prisme de sécurité, où on met en avant notre sécurité domestique, nationale, n'est pas équilibré par rapport à notre devoir de solidarité à quelque part. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, dans mon livre, ce que je dis, c'est que je ne crois pas qu'on va revenir en arrière avec notre obsession sécuritaire. Je pense pas qu'on va arrêter d'enlever nos chaussures à l'aéroport, puis qu'on va arrêter de se faire enlever nos bouteilles de shampoing de plus de 100 ml. Ça va continuer. Bon, on va vivre avec ça. Mais je crois qu'on peut on peut élever notre humanité commune, notre solidarité au même niveau que répondre à notre obsession sécuritaire. Et je crois que c'est possible. J'ai fini. Merci. C'était court, mais c'était très efficace de vous deux. Alors, on va maintenant passer à une autre étape, c'est celle des solutions. Je pense que beaucoup de gens sont aussi ici pour ça. J'aurais d'abord une question pour Patrick et François. Donc, chacun de vous, on vous demandera de répondre à cette question-là. Vous avez à peu près 3 minutes chacun pour y répondre, ça va? Et c'est tellement malaisant de donner du temps quand on aborde des questions aussi graves, aussi sensibles, aussi délicates. C'est presque indécent, mais malheureusement, c'est mon rôle. Alors, Patrick et François, je commencerai par Patrick, ensuite François. Si vous dites que l'insécurité est une des causes fondamentales des grands flux migratoires, et est-ce que la coopération internationale pourrait justement jouer un rôle dans ce sens, mieux soutenir les efforts de restauration de la paix et de stabilisation, incluant les programmes de développement qui contribuent à la cohésion sociale, et quelles sont, à votre avis, les limites de la coopération dans ce sens? Donc, quel serait l'apport, mais aussi les limites de la coopération dans la stabilisation qui permettrait justement d'éviter que des gens partent parce qu'ils vivent de l'insécurité. Donc, je vais commencer par Patrick. Patrick? Merci Rachida pour cette question. Je serai très rapidement, disons que il n'y a pas à sortir de là. Dans la situation où l'on se trouve, on ne peut pas s'en sortir sans une solidarité internationale. Il faut absolument que nous ayons de l'appui de la part de certains amis, de la part de certaines organisations qui peuvent aider à refouler la situation. Cependant, je pense qu'il faudrait que cette coopération s'aligne sur les besoins réels des populations au lieu de se calquer sur les agendas des pays donateurs. Très souvent, la coopération est là pour apporter ce qu'on a comme agenda dans un pays. Dr Liu l'a souligné par rapport à l'Union européenne et les contrats avec certains pays. La deuxième chose, c'est que très souvent, la coopération a tendance à se transformer en ingérence. On se met à la place des pays et on décide à leur place. La solidarité demande que l'on respecte le droit de ces pays à l'autodétermination et à pouvoir travailler pour son développement. Et une dernière chose, pour appuyer mon oui, ce sera oui, avec une approche, bien sûr, fondée sur les droits humains, donc une approche qui estime qu'il faut permettre à cette population de s'autonomiser, de participer activement à ce qui se fait pour elle et aussi la responsabilisation de ceux qui auront à participer à ces efforts de développement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. François?
Oui, déjà, énormément de respect, Patrick, pour ta situation et les commentaires. Et je voudrais aussi dire que Joanne Liu, c'est quand même notre vaccin national contre l'indifférence. Fallait que je le dise. Fallait que je le dise. Je pense que au niveau mondial, puis je sais que M. Crépeau est devant moi, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais au niveau mondial, d'une perspective politique à tout le moins, on est dans des contradictions, des paradoxes, et même si je pourrais donner quelques solutions, je pense qu'on n'a pas de solution. S'il y avait des solutions simples, je crois et j'espère. Joanne serait là pour en parler, on les aurait trouvées. Et très souvent, ben, les solutions, elles sont très bancales. On a créé des camps de réfugiés à un moment donné de l'histoire, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et on est resté avec cette solution très longtemps qu'on utilise encore aujourd'hui, qui sont de véritables villes artificielles alimentées en intrants et en extrants par l'aide internationale. Ensuite, il y a deux approches qui s'opposent également. On les retrouve d'ailleurs ce soir dans la salle. Puis je ne dis pas qu'elles sont en contradiction, mais parfois elles s'opposent, surtout au niveau politique et financière. Une approche humanitaire qui ne va pas freiner la migration. Joanne va le dire mieux que moi. On veut humaniser la migration, donc on va aider les migrants, peu importe leur statut, peu importe là où ils sont, à avoir une situation digne dans leur cheminement, au risque de se faire critiquer par les États, au risque que l'Union européenne arrête les financements, au risque. Et on a une posture plus développementaliste, et là, encore une fois, je caricature, mais on comprend, qui est davantage celle qui vise à vouloir, je ne dirais pas freiner la migration, mais d'offrir des contextes socio-économiques. Vous parliez donc des enjeux sécuritaires, donc de permettre des conditions pour que des pays ou des régions au grand complet se stabilisent et que des familles, on parle de millions de personnes, n'envisagent pas la migration. Parce que, évidemment, ce qui est souhaitable, puis Patrick fait bien de le mentionner, c'est évidemment, puis Joanne le dit avec les clés, on veut que les populations elles-mêmes, puis je ne veux pas prétendre de ce qu'elles veulent ou pas, mais elles veulent rester chez elles a priori ou retourner lorsque la situation va le permettre. Et ça, j'ai parfois l'impression, quand on prend un pas de recul et qu'on regarde les nouvelles, que ben, on a un peu un menu d'options. Alors, parfois, on utilise un, parfois, on utilise d'autres, parfois, on fait un mur, parfois, on va dire, ah, les Syriens, c'est OK, ah, mais pas eux, ceux-là, oui, ceux-là, non, etc. Puis, je ne veux pas rentrer dans la politique canadienne, évidemment, mais c'est intimement lié à ça. Parce qu'après, tout est une question de ressources financières. Les organisations comme le CECI ou MSF ou d'autres n'impriment pas de l'argent. Alors, ça prend des ressources et du pouvoir politique pour pouvoir influencer le politique et on est un peu coincé dans tout ça. M. Crépeau saura le dire mieux que moi par la suite, en conclusion, j'en suis certain, mais c'est un peu un constat de cette manière-là. Puis ce qu'on peut noter, par contre, puis je reviens un peu à l'élément de la première question, c'est qu'il y a une évolution assez draconienne de certaines grandes régions du monde. Donc, pour revenir au corridor, au business de la migration sur l'Amérique centrale, post-pandémique, ça n'existait pas. Et je vous racontais une anecdote à mon tour. Dans mes premières fois de terrain où j'étais au Honduras, j'ai été rencontrer un prêtre qui était le premier prêtre à avoir accueilli une famille haïtienne sur le territoire. Et là, il raconte qu'il donnait la messe dans sa petite église à la frontière du Nicaragua et que là, tout d'un coup, il pleuvait à Sio, une famille cogne, on va les aider. Et là, toute la communauté, oui, évidemment, une famille haïtienne, on va les aider, on commence à essayer de se parler. La famille haïtienne qui avait passé des mois avait appris l'espagnol en chemin, donc il était capable de se comprendre. Et là, il y avait une solidarité. On était 8 mois plus tard et le monsieur, le prêtre en question, était devenu un gestionnaire de camps de réfugiés dans lequel une grande partie du village qui était solidaire au départ était devenu extrêmement, je dirais, avec une posture plutôt différente vis-à-vis de la population migrante qui était arrivée, qui avait complètement déstabilisé ce qui se passait localement. Les populations résidentes qui n'avaient pas n'anticipaient pas de partir, tout d'un coup se retrouvaient elles-mêmes happées par ce corridor-là. Les groupes, les Maras et autres groupes, les Coyotes est arrivé, ils commençaient à faire de l'extorsion et à avoir canalisé, forcé cette migration-là. Alors,
c'est pas seulement chez nous, c'est partout ailleurs. Et je vous raconte cette histoire-là parce que le prêtre lui-même était démuni dans sa posture humaniste en disant, ben voilà, nous, on a ouvert nos portes, mais aujourd'hui, notre Église au complet est un camp de réfugiés. Puis là, on a besoin de ressources. Il était seul dans ce petit territoire-là. Alors, ça montre les limites humaines, les limites politiques. Et malheureusement, j'ai pas vraiment de solution. Puis malheureusement aussi, ce qu'on constate, puis là, on va continuer dans le pessimisme, c'est qu'il y a quand même une succession d'échecs dans des ententes, dans des accords, dans une volonté. Évidemment, ce que Louise Arbour a fait, ce que M. Crépeau a fait toutes ces années, on n'a pas réussi à closer les deals, comme on dit. Puis ben, aujourd'hui, on se retrouve avec la situation dans laquelle on vit. Merci beaucoup, François. On ne vous lâche pas parce que la prochaine question, elle s'adresse à vous et à Joël Liu. Alors, on va vous laisser respirer et on va commencer par Dr Liu. Donc, vous avez chacun 3 minutes pour répondre à cette question. Les dynamiques politiques et les médias en Europe et en Amérique du Nord dressent un portrait sombre des personnes immigrantes. C'est un euphémisme, sombre. Donc, que pouvons-nous apprendre des organisations humanitaires qui luttent pour rendre l'expérience des migrations plus humaine, pour améliorer l'image des personnes immigrantes et cultiver une vision du monde qui motive la solidarité envers les personnes qui font face aux pires crises et qui souhaitent tout simplement avoir une chance de vivre en sécurité? J'ai beaucoup de difficultés avec les questions avec plus que 2 phrases. Cela dit, parce que j'ai lu plusieurs fois, puis à chaque fois, je fais Hi! Je viens de la relire, je fais encore Hi! Bon, là, je viens de prendre 50 secondes. OK, j'embraye. Je vous dirais, je pense qu'il faut quand même être là, c'est parce que François a parlé de la posture des humanitaires parce qu'en pré-discussion pour ce panel-là, c'est que je disais, moi, je m'inscris en faux en tant qu'humanitaire sur l'immigration, voulant dire de les contrôler, de les ordonner. C'est pas ma job comme humanitaire. Moi, comme humanitaire, je réponds aux besoins des gens et leurs besoins sur le parcours migratoire se déclinent en différentes façons. Il y a de la protection, il y a avoir un toit, il y a un accès aux soins. Donc, c'est ça qu'on fait. Nous, en tout cas, moi, je parle de la perspective de Médecins sans frontières. Donc, ce qui revient, puis je l'ai dit dans mon intervention en première intention, c'est vraiment l'histoire de la dignité, là, moi, ça me scotche à chaque fois. Puis une très petite anecdote, mais quand j'étais sur la route des Balkans, il y avait les gens qui marchaient des journées, puis se retrouvaient dans des endroits qui n'étaient pas super confortables. Puis World Kitchen, qui était supposé de faire des repas, donnait de la bouffe aux gens, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous dans une situation, des vêtements pas lavés, ils n'étaient pas rasés. Et donc, ils ont mis en place des douches. Et les gens se douchaient, les gars se rasaient. Et là, c'était de voir comment tout le monde devenait lumineux. Et comme la beauté qu'on créait à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, hey, moi, je rentre chez nous, là, le docteur, là, rien à faire, c'est des savons, des douches, c'est ça qui fait la job. Pas des rasoirs. Mais tout ça pour dire que ça revient tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que je dis que les mots comptent. Donc, on ne doit pas accepter de parler des gens qui sont dans un parcours migratoire en nombre de chiffres. Il y a tant de migrants, il y en a 10 000, il y en a 20 000, il y en a un demi-million qui sont qui partent du triangle du Nord en Amérique centrale. Il faut parler de personnes parce que sinon, je dis toujours que quand on déshumanise, c'est le premier pas pour appeler ça abuser. Et on l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des moments d'abus hors normes, dans des génocides. Hein, on se rappelle Rwanda, des coquerelles. On sait où est-ce que ça va quand on a un discours déshumanisant. L'autre chose aussi, pour moi, c'est le fait qu'il faudrait adresser quelque part, en parler, puis c'est notre empathie asymétrique. Il y a des gens, quand ils nous ressemblent, on a comme bien envie de les accueillir, puis quand ils nous ressemblent moins, on a moins envie de les accueillir. Je pense que ça, on a un travail et je trouve que les médias
et autant que les politiciens ont un devoir d'utiliser des mots justes et des mots qui ne sont pas dégradants. Ça, c'est important. Puis, je trouve, tu sais, juste par exemple, on prend un exemple, tu sais, le migrant irrégulier. Ben, tu sais, déjà là, c'est pas le fun, là. Mais tu sais, la réalité, c'est une personne qui est en situation de migration irrégulière. Ça devrait être ça qu'on devrait. C'est vrai que c'est long, là, je comprends. Mais c'est juste que tout ça, pour moi, c'est important. Et nous, on a tous un rôle par rapport à ça parce que la manière qu'on va en parler, ça va décliner le reste. Puis je vais juste revenir sur le travail des humanitaires aussi, parce que, par exemple, parce que dire on a arrêté de prendre de l'argent, qu'on a arrêté d'être financé par l'Union européenne. Non, Médecins sans frontières, on est baveux. Puis qu'est-ce qu'on a fait quand il y a eu le deal de l'Union européenne avec la Turquie? C'est qu'on a arrêté de prendre des fonds. Ça représentait entre 60 millions à 100 millions par année. Donc, ça a un coût, parce que ça a un coût sur nos opérations. On a fermé dans ce temps-là d'autres projets. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire un petit coup de gueule, même si on avait dit qu'on n'en ferait pas, que il faut donner un petit coup de pied parce que y a rien qui fonctionne. Il faut se tenir, il faut avoir des principes. C'est sûr que moi, je dis toujours, quand nos principes nous empêchent de traiter des gens, c'est un problème, mais on ne peut pas aussi se laisser barouetter et vendre son âme pour juste avoir un gain politique. Donc, moi, c'est un peu mon point de vue non politiquement correct. Merci beaucoup. Le coup de gueule n'était pas le sujet principal, mais c'était loin d'être interdit. Alors, François? Ben déjà, j'ai oublié la question. Et la réponse n'a pas répondu vraiment à la question non plus. Donc là, je sais comment je vais faire du pouce avec tout ça. Alors, je vais simplement, si vous me permettez, d'y aller dans la spontanéité en suivant ce que Joanne vient de mentionner. Et aussi parce que Joanne et moi et d'autres dans la salle, on prend souvent position, même médiatiquement, mais on prend position. Donc, on va commenter avec une expertise. On essaye de ne pas trop prendre position. En même temps, c'est bien senti, vous le savez. Et tu as raison, Joanne, de dire que les mots sont importants. Des fois, on se fait nous-mêmes piéger. Des fois, puis moi, je suis prof d'université, alors, et à l'UQAM en particulier. Alors, vous savez que les mots, c'est vraiment important. Sinon, il y a une grève qui va se faire. Et on essaie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas toujours facile, surtout en langue française. Et après, on revient tranquillement. On est happé par ça parce que au niveau programmatique, au niveau politique, et même au niveau journalistique, on veut mettre des catégories. Ça nous aide quand même à interpréter une certaine réalité. Mais cette interprétation de la réalité-là déshumanise, et tu as tout à fait raison de le dire. On est rendu face à une situation auquel le Canada, dans son histoire, est confronté pour la première fois. Donc, un nombre très important de personnes migrantes de toutes les catégories qui arrivent chez nous. Ce qu'on n'avait jamais vu de notre histoire depuis avant même que les premiers Autochtones arrivent ici. Il y a cette migration terrestre-là de cette manière-là ou de demandeurs d'asile de toute catégorie, encore une fois, des personnes demandeurs d'asile. Et ce qu'on observe ici, on l'a vu et on le voit en Europe avec quelques années d'avance. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas juste la fermeture des frontières, c'est la fermeture du politique, c'est la montée de la droite, c'est la montée du populisme. Et c'est manichéen. C'est les avec ou contre nous, c'est les bons, les méchants. Et tu faisais référence au 11 septembre, mais en sciences politiques, on enseigne, ceux qui ont étudié là-dedans, vous savez, la posture du avec ou contre nous suite à l'attaque du 11 septembre et pour laquelle des ONG ou le monde de l'humanitaire et de la coopération internationale est arrivé confronté parce qu'évidemment, pour avoir accès à aux populations, en Afghanistan notamment, et dans les zones où l'armée américaine et ses alliés ont débarqué, c'était le avec ou contre nous dans la stratégie pour gagner la guerre. Et on s'en est jamais défait de ça. Jamais défait. Et ça l'a coupé
le monde en 2, en 3, en 8. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec ces conséquences-là philosophiques de l'interprétation des réalités. Et là, je vais faire un petit coup de gueule quand même rapide là, sur notre fascination à faire de la politique américaine une télé-réalité et qui fait en sorte qu'on oublie complètement ce qui se passe ailleurs. Radio-Canada, tout ça, ils peuvent-tu arrêter un petit peu, juste un petit peu, puis nous donner d'une explication en bon journalisme de ce qui se passe ailleurs. Ça n'a pas de bon sens. Et on perd le cours. On perd le cours de ce qui se passe à Montréal, de ce qui se passe au Canada déjà. Ça va tomber ici dans quelques mois. Puis on sait à peine si on l'analyse. Alors encore moins de ce qui se passe au Soudan. Encore moins de... Oh, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui se font bombarder au Moyen-Orient. Mais que s'est-il passé? Mais ben voilà, donc on perd le cours de ces histoires-là et on est fortement responsable comme société de se désinvestir dans notre information de qualité, d'avoir nous-mêmes notre propre narratif canadien, québécois, puis là, comme vous voulez, mais un narratif de chez nous, qu'on n'ait pas accès au fil de presse en continu. Je parle à une journaliste à côté de moi, où on va toujours utiliser les narratifs des autres et notamment de ce qui se passe aux États-Unis, qui est en train, littéralement, là, ce qui se passe actuellement, je vois la fin, je l'entends bien, mais c'est en train de venir complètement effacer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et là, on est intéressé, puis on ne veut pas faire d'élitisme, mais évidemment, on comprend qu'on vit dans ce monde-là, mais vous savez très bien que ce n'est pas ça du tout ailleurs, dans les autres salles actuellement à Montréal ou au Centre Bell ou ailleurs. On ne parle pas de ça. Et je ne veux pas qu'on parle de ça tout le temps non plus, on déprimerait. Mais bordel, il est temps qu'on réinvestisse dans une éducation populaire et dans des médias qui nous informent correctement. Et on s'est beaucoup mieux servi à ce moment-là avec nos politiciens et avec une population qui comprendrait ce qui se passe dans le monde. Mais merci, non, c'est très bien. C'est très bien. C'est thérapeutique. Des fois, c'est quand c'est vous qui avez parlé d'impuissance tout à l'heure, qui a parlé d'impuissance. C'est ça, ça fait beaucoup de bien, le coup de gueule contre l'impuissance. Vous aimez les questions courtes, c'est ça? Bon, j'en ai une pour vous. Enfin, je vais la raccourcir. Alors, une dernière question avant d'accueillir François Crépeau. Elle s'adresse à vous trois. Donc, vous avez peut-être 2 minutes chacun pour y répondre. Dans le fond, est-ce que vous êtes optimiste compte tenu du contexte géopolitique très fragmenté quant à la possibilité des États, de la capacité des États à construire un cadre international pour le traitement du fait migratoire qui soit un peu plus humain et plus respectueux des personnes? Voilà. Oui, allez-y. Ah ouais. Patrick, vous avez entendu ma question? Oui, optimiste, oui, sinon on ne serait pas là à en discuter. Et je pense seulement que le travail sera un petit peu plus ardu parce qu'il y a beaucoup plus de personnes à convaincre sur les vraies raisons de la migration et sur l'appui qui devrait être apporté à des situations de migration ou à des situations de conflit qui se trouvent dans les pays elles-mêmes. Donc oui, j'ai beaucoup d'espoir et je l'ai dit tantôt, et une coopération qui s'inscrit dans une perspective de respect de la personne humaine et de respect du pays que l'on veut aider, ça donne de l'espoir et je suis optimiste. Merci beaucoup. Venant de vous ce soir, hein, compte tenu de votre situation, bravo, merci. Merci. Joanne ou... Oui, allez, Joanne. Ben moi, ma posture sur l'optimisme, grande question, mais vraiment, pour les gens qui m'ont peut-être déjà entendu, moi, je trouve toujours que vivre dans un pays du G7, où est-ce qu'il faut se mettre au régime pour entrer dans sa robe de Noël, puis qu'on se met au gym, je veux dire, c'est indécent d'être pessimiste, je suis désolée. Je veux dire, quand il y a plein de monde qui, moi, mes collègues au Yémen, ils traversent 30 checkpoints pour arriver à l'hôpital par jour. À chaque fois, on pense on va se faire sauter la tête. Moi, comme humanitaire, où je soutiens ces équipes-là, c'est pas possible. Donc, non, je suis contre le pessimisme, le cynisme aussi. Puis je pense que notre posture au minimum, c'est d'être un allié de l'optimisme si on veut pas être optimiste. Merci beaucoup.
Alors, je serai donc cet allié. Euh, Pour rentrer dans mes jeans à Noël. Non, ouais, évidemment, il y a différentes formes d'optimisme et de pessimisme, etc. Et puis je pense que Patrick et Joanne ont bien répondu à des éléments. Pour être original, parce que vous parlez de la géopolitique mondiale, ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement, il faut le prendre tout sérieux. Hein. Donc, c'est quand même la fin des démocraties libérales. Les espaces démocratiques sont en perte de vitesse partout. On parlait tout à l'heure, bon, l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas tous les nommer, vous les connaissez. Et ça, c'est inquiétant. Alors, je ne suis pas pessimiste parce que Joanne est à côté de moi, elle va me mordre, mais je trouve ça inquiétant. Je trouve aussi inquiétant que, en parlant de G7, vous voyez ce qui s'est passé au BRIC, dans laquelle ce qu'on qualifie de plus grande démocratie au monde qui vient tuer des citoyens canadiens chez nous, va quand même forniquer avec Poutine et les autres. Et là, on voit qu'une géopolitique différente avec le déclin de ce qui se passe aux États-Unis et encore plus de ce qui va se passer si Trump passait au pouvoir. Et ça, c'est inquiétant. Et moi, je conclurais, et je ne veux pas qu'on en arrive là, mais quand même assez solennellement avec un pitch pour conclure mon propos de la soirée, que j'espère juste qu'on ne sera pas en guerre dans 20 ou 30 ans avec ce qui est en train de se passer actuellement, une guerre qui pourrait être celle de notre espace démocratique à nous, que la Russie nous envahisse par le nord, parce que ça se peut que ça arrive. C'est là où on en est rendu. Alors, moi, c'est dans mon champ de compétences à moi, dans la géopolitique académique dans laquelle je travaille, les prospectives nous amènent là dans certaines catégories d'analyse. Hein. Et ça, je trouve ça inquiétant. Merci beaucoup. C'est l'optimisme inquiet ou l'espoir inquiet. D'accord, Joanne, vous vouliez ajouter quelque chose? J'ai juste rajouté parce que je pense que plusieurs personnes ici dans la salle, ça les taraude autant que moi. Mais je veux dire, je demeure optimiste jusqu'à un certain point, ou l'allié de l'optimisme, mais le fait que on va avoir, il va falloir se ressaisir les gens qui veulent garder un espace démocratique et parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe et ce qu'on laisse faire à Gaza, je suis désolée, mais l'histoire ne nous donnera pas raison. Et cette lâcheté-là, il faut la nommer. Donc, je suis pas pessimiste, mais je pense qu'il faut avoir du courage de nommer ces choses-là, puis de pas laisser. Parce que moi, là, je travaille avec des gens en Malaisie, puis en Indonésie, puis ils me disent, ça va être fini, hein, de nous faire des leçons de morale, de comment traiter les Ouïghours, de comment traiter les Rohingyas, de comment traiter, ça va être fini. Puis je pense qu'il faut juste prendre la mesure de qu'est-ce qui se passe présentement. Merci. Alors, Monsieur François Crépeau, le carrosse de Monsieur est avancé. Il est où? Il est là? Il est là? Alors, voilà. Alors, vous allez... Voilà. Alors, vous pouvez être au lutrin pendant qu'on vous prépare une chaise, parce que vous allez rester avec nous après. Mais non, votre chaise est prête? C'est bon, alors vous pouvez vous installer là. Merci. Alors, je vais vous présenter, François. Tout le monde vous connaît, mais ce n'est pas grave, on va vous présenter quand même. Alors, François Crépeau est professeur de droit international. On a fait une biographie très courte parce que les gens vous connaissent. François Crépeau est professeur de droit international à la faculté de droit de l'université McGill, anciennement rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants. Est-ce que vous voulez qu'on dise autre chose ou qu'on se taise à tout jamais sur votre... Alors, François, on va vous demander vous avez 5 minutes, elles sont à vous, on va vous demander de réagir à ce que vous avez entendu, puis on a une petite demande spéciale pour vous, c'est de commenter l'expérience du Pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. C'est bon. Je me suis préparé quelques notes. Merci. C'est assez difficile de parler après 3 personnes extrêmement éloquentes sur toutes ces questions-là, et je ne suis pas un spécialiste ni de l'humanitaire ni de la coopération, mais j'ai quelques idées sur l'immigration.
Joanne l'a dit, les migrants se déplacent pour chercher un avenir pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient chômeurs chez eux, etc. L'insécurité économique, politique, criminelle, etc. On se déplace pour ça. Et pendant les 30 Glorieuses, on avait de la mobilité. Des millions de Nord-Africains, de Turcs sont rentrés en Europe, des millions de Mexicains sont rentrés aux États-Unis et sont sortis et sont revenus et sont repartis et sont revenus. On avait de la mobilité au travers des frontières. Ce n'était pas un problème. Il y a des anecdotes tout à fait saisissantes. Les politiciens ont bloqué la migration à bas salaire, parce que la migration à haut salaire, elle a continué. Et d'ailleurs, on ne les appelle pas migrants, on les appelle expats, mais bon, ça c'est autre chose. La migration à bas salaire a été bloquée à la fin des années 70 à cause de l'inflation et du chômage que les politiciens ne savaient pas gérer. Et il fallait rassurer la population. Donc, on a dit, on va protéger l'emploi de nos citoyens en bloquant les migrants à bas salaire. Parler plus proche du micro, oui. Alors, cette décision politicienne, elle ne tenait compte ni du fait que les migrants voulaient continuer à rentrer, ni du fait que les employeurs avaient besoin des migrants et que les citoyens n'allaient pas prendre les emplois que les migrants acceptent, aux conditions de travail que les migrants acceptent. Et donc, ça a suscité immédiatement une crise de l'asile, parce que tous ceux qui avaient besoin de protection jusque dans les années 70 ne demandaient jamais le statut de réfugié. Ils demandaient un permis de séjour, un permis de travail, ils l'obtenaient. Et c'est le mot, d'ailleurs l'expression demandeur d'asile apparaît dans les médias vers 1981. Avant, ça n'existait pas. Et ensuite, on a eu la crise des sans-papiers, parce qu'évidemment, les migrants ont continué à venir. Et si les États ne fournissaient pas de méthodes de mobilité, eh bien, d'autres acteurs allaient les fournir, parce que de toute façon, il y avait des employeurs qui avaient besoin de ces employés-là. Et c'est comme ça qu'il y a 11 millions de sans-papiers aux États-Unis, qu'il y a probablement une vingtaine de millions de sans-papiers en Europe, qu'on a entre 750 000 et 1 million de sans-papiers, il n'y a pas de statistiques précises, mais au Canada, qui tous travaillent, parce que les employeurs les emploient alors que c'est illégal de les employer. Et ça a suscité, ce sont des crises, le mot crise a toujours été utilisé, et donc ça a amené tout le discours qui a été discuté sur le fait que les migrants sont des fauteurs de crise, sont des dangers pour notre société à tous les points de vue. Et on voit tout ce que l'Europe essaye de faire en termes d'externalisation. Et on a un discours collectif sur les migrants. Les migrants sont ceci, les migrants sont cela. Comme quand j'étais jeune, dans les années 60, on disait « les femmes ne savent pas conduire ». C'est un collectif. Il a fallu que les assureurs, les actuaires nous prouvent le contraire. Et maintenant, on sait que Joanne, elle sait conduire, mais qu'Isabelle, elle ne sait pas conduire, mais que c'est vrai pour Jean-Paul et que c'est vrai pour Marcel. Bon, on a individualisé notre discours sur ces questions-là, mais on ne le fait pas pour les migrants encore. Ce que ça a produit, oui, je prends peut-être un peu plus de temps que ça. Ce que ça a produit, c'est que ça a créé des migrations irrégulières, souterraines, alimentés par d'abord des passeurs qui faisaient ça pour le bien de l'humanité, puis qui ont commencé à se faire payer, qui sont devenus des réseaux criminels. Et ça a alimenté une criminalité à l'intérieur avec des employeurs exploiteurs, des logeurs exploiteurs, des prêteurs sur gage, etc. Et donc, on a créé une population migrante en précarité. Ça peut être les demandeurs d'asile qui ont un statut mais précaire, c'est les migrants en situation irrégulière, puis on a inventé par la suite le travail temporaire, avec qui est une autre forme de précarité, surtout quand c'est un visa de travail temporaire à employeur unique. Et cette précarité, elle permet l'exploitation à cause de la peur qui a été mentionnée. Quand on a peur de se faire renvoyer dans son pays alors qu'on a des dettes à rembourser à peine de violence ou qu'on a une famille à soutenir, eh bien, on ne peut pas se permettre le luxe de défendre ses droits et de s'exprimer sur cette exploitation parce que ça voudrait dire qu'on se fait arrêter et qu'on se fait renvoyer. Et donc, la peur, la précarité crée la peur et empêche les migrants d'avoir une voix. Et là, cette voix-là, elle est absente complètement du débat. On ne demande pas aux migrants ce qu'ils pensent. Et on a un problème parce que nous vivons en démocratie électorale. Alors, dans les pays qui ne sont pas des démocraties, le problème se pose moins, mais nous vivons en démocratie électorale. Tous les groupes minorisés dans l'histoire de ces démocraties qui ont voulu s'exprimer
ont pu le faire, mais sur la base de la citoyenneté et du droit de vote et du fait que je représente X% de la population qui va voter pour ou contre vous. Là, tout d'un coup, on a l'attention des politiciens. Ça a été vrai pour les ouvriers qui ont formé les syndicats, pour les femmes qui se sont battues pour leur droit de vote et qui se battent 75 ans plus tard pour contre le harcèlement sexuel. Mais c'est vrai aussi pour la communauté LGBT, les autochtones, les détenus, etc. Les migrants, ils n'ont même pas le droit de vote. On ne les entend pas. Les politiques migratoires sont faites par des non-migrants, les politiciens, pour des non-migrants, leur électorat. Les migrants ne comptent pas dans l'équation, ils ne participent pas au débat sur comment les politiques migratoires devraient être faites ou devraient être appliquées. On est dans la même situation qu'à l'époque où les politiques à l'égard des femmes étaient faites par des comités d'hommes pour un électorat d'hommes. Et donc, la voix des migrants est parfaitement absente dans tout ça. Alors, le pacte mondial, j'arrive au pacte mondial. Le pacte mondial, c'est assez extraordinaire parce que moi, j'ai assisté ça, j'ai vu ça en spectateur, puis j'ai été un peu surpris du résultat. Grâce à Louise Arbour, grâce aux deux co-dirigeants de la conférence intergouvernementale qui étaient l'ambassadeur du Mexique et l'ambassadeur de Suisse, ces trois personnes-là ont dirigé l'ensemble des négociateurs et sont arrivés à un texte qui a été adopté par 152 États de l'Assemblée générale des Nations unies sur 196. On est rendu, je pense, 14, 16, 14. Et parmi lesquels le Canada, parmi lesquels plus de la moitié des pays européens, etc. Un consensus extraordinaire. Parce que ce texte contient l'exact opposé de ce que nous faisons tous. Et quand je dis ce que nous faisons tous, c'est nord et sud. Ce qu'on dit pour le Canada, c'est vrai pour la Malaisie, c'est vrai pour l'Afrique du Sud, c'est vrai pour bien d'autres pays dans le monde. Ce que dit le pacte, c'est qu'il faut faciliter la mobilité. Le mot faciliter en anglais, dans la version anglaise négociée, elle est utilisée 62 fois. Je veux dire, faciliter la mobilité à tous les niveaux. Le Canada a signé ça. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en donne 5 exemples sur 23. Là. 1. Ouvrir des voies de mobilité pour les migrants. Plus il y a de voies de mobilité, moins il y a de migration irrégulière. Moins il y a d'exploitation, moins il y a de criminalité, etc. Ça paraît évident, mais il fallait l'écrire, puis il fallait signer. Et là, il y a 152 États qui ont signé ça. Régulariser les migrants en situation irrégulière. C'est un tabou. Imaginez-vous que dans la version anglaise négociée, le paragraphe est resté, mais le mot régularisation a disparu. Mais dans la traduction officielle en français, il est revenu. Bon, anyway. C'est marqué protéger les migrants au travail. Et c'est marqué protéger tous les travailleurs, y compris les migrants, y compris les femmes et les personnes en situation précaire. Je veux dire, le droit du travail n'est appliqué à l'égard des migrants en situation précaire. Je ne parle pas de l'ingénieur allemand de Bombardier, là. Je parle des migrants en situation précaire dont je parle, les sans-papiers ou les personnes à travail temporaire. Le droit du travail ne leur est pas appliqué. Les inspections du travail sont parfaitement inefficaces pour protéger les droits de ces gens-là. Les droits du travail, qui sont la négociation collective, qui sont le respect des règles de sécurité santé au travail, que le salaire soit le salaire minimum, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et lutter contre les agences de recrutement, ça a été mentionné, lutter contre les agences de recrutement qui font de l'exploitation extraordinaire. Il y a le paragraphe 16, donner accès aux services de base, les services publics de base, et là je cite, à tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire. Alors au Québec, on peut critiquer tant qu'on veut, et on a bien raison de le faire, puis on a des raisons de critiquer ce qui s'est passé aujourd'hui aussi, mais on a fait 2 bonnes choses dans les dernières années. On a donné accès à tous les enfants à l'école publique, tous les enfants résidents du Québec et résidents au sens du Code civil, c'est-à-dire qu'il est là depuis plus de 3 mois, en gros, là. Et on a donné à tous les enfants le droit à la santé publique, sans poser la question du statut migratoire. Ça, là, c'est formidable. Ça se fait dans presque aucun pays du monde. Bon, pas les femmes enceintes et pas les adultes, mais ça va venir. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et enfin, il y a un autre paragraphe qui dit, pour revenir sur la question des discours, qu'il faut changer les perceptions et améliorer le discours public. C'est écrit dans le pacte mondial, les États savent ce qu'il faut faire. Sauf que on a des politiciens qui sont coincés. Dans la démocratie électorale, c'est la beauté du système. Les politiciens agissent en fonction de l'aiguillon électoral. Si un politicien commençait à se battre
Les deux, je pense, soyons un peu plus personnels, les deux députés de Chabanel, à l'est du marché central, là, quartier Chabanel avec toutes les grosses boîtes dans lesquelles il y a des manufactures, il y a 600 machines à coudre, etc., dans lesquelles il y a énormément de gens sans papier ou en précarité. Si les deux députés commençaient à se battre pour aller envoyer les inspecteurs du travail dans toutes ces manufactures, etc., ça créerait deux choses. D'une part, ça amènerait ces employeurs à parfois la faillite parce que ces emplois se trouvent dans des secteurs économiques non délocalisables à faible marge bénéficiaire. Donc, si vous augmentez les coûts du travail parce que les gens, tout d'un coup, ont accès à des voies de recours, bien, vous augmentez les coûts du travail, il y en a une partie qui feront faillite, et l'autre partie va augmenter les coûts à la consommation. Puis là, on aura non seulement les employeurs qui ne seront pas contents, mais les consommateurs qui ne seront pas contents. Pourquoi est-ce qu'un politicien ou une politicienne aujourd'hui déplairait à ses électeurs pour faire plaisir à des gens qui ne sont pas électeurs? Et là, on a un problème de représentation politique. Tant que les migrants n'auront pas de représentation politique, ça va être difficile pour eux de faire entendre leur voix. Et sur la question de l'optimisme, et je termine avec ça, oui, c'est très décourageant. Moi, ça fait 40 ans que je travaille cette année sur la question migratoire. C'est pire aujourd'hui que quand j'ai commencé. Et je me dis des fois, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais ce qui a été extraordinaire, quand j'ai quand même visité, quand j'avais mon mandat de rapporteur, j'ai visité au-delà de 80 centres de détention de migrants. Et là, il y a beaucoup de désespoir dans ces centres de détention. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Et moi, ce qui m'a donné du cœur, c'est de voir à quel point tous ces migrants, ils s'imaginaient déjà demain ailleurs. Et donc, il y a un courage qui est extraordinaire chez ces gens-là. Il y a un dynamisme qui est extraordinaire. Ils pensent à leurs enfants restés au pays, ils pensent à leurs parents, ils pensent à ce qui va arriver demain. Et je termine sur l'image d'un mur d'une cellule au nord de l'Albanie, justement là où les migrants sont envoyés en ce moment par l'Italie, où il y avait tout l'itinéraire de la personne. Et l'itinéraire se terminait en Allemagne. Elle n'était pas encore arrivée, elle. Mais son itinéraire était écrit sur le mur. Il s'y voit déjà. Et ce courage-là, moi, je trouve que, un, il faut l'honorer. C'est un peu ce que tu disais, Joanne. Il faut l'honorer, puis il faut être solidaire. Mais il y a un énorme travail à faire et le travail va être difficile parce que nos politiciens, ils sont coincés. Et il faut comprendre qu'ils ne sont pas tous mauvais, là. Mais ils sont coincés d'un système. Tant qu'il n'y a pas de vote des migrants, on pourrait donner le droit de vote aux migrants après 2 ans, par exemple, de résidence, même sans la citoyenneté, on pourrait le faire. Mais ce n'est même pas discuté dans aucun débat public. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, François. C'est vraiment un bonheur de vous avoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Mais restez là. D'accord. Alors, je pense que c'est le moment d'échanger avec la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Vous pouvez formuler un commentaire, adresser une question. Vous pouvez l'adresser directement à l'un des panélistes, sans oublier Patrick qui est encore avec nous sagement. Et à quelle heure est-il chez vous? Même heure. Bon. Alors, c'est ça. Donc, si c'est un commentaire, un commentaire bref, si c'est une question, soit c'est une question adressée à l'une des panélistes, soit c'est une question que vous lancez comme ça et il répondra bien qui voudra. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir le bal? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Il y a quelqu'un derrière? Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour vos commentaires et les propos riches que vous avez ce soir. Une question néanmoins concernant la partie climatique.
On a beaucoup parlé des guerres et des corridors de migration. Qu'en est-il du volet climatique? Et on sait la notion entre migrants climatiques ou réfugiés climatiques, sachant qu'un des termes est défini par la Convention de La Haye et implique des obligations derrière. Peut-être, M. Crépeau, pouvez-vous étayer le propos ou la réponse? Bref, j'aimerais que vous puissiez nous répondre sur ces enjeux aujourd'hui climatiques qui sont eux aussi très prégnants pour demain. Merci. Merci à vous. Comme on a juste 5 minutes, on va prendre peut-être une question ou deux et on va demander à une personne de répondre. Vous avez été interpellé, François, donc si vous vouliez répondre à cette question-là. Et je prendrai une deuxième question tout de suite et la personne interpellée y répondra. Je suis désolée, on a bénéficié des lumières de tout le monde, mais on n'a plus de temps pour les questions. On a 5 minutes, hein, c'est ça? D'accord. Alors, je prendrai une deuxième question tout de suite et on y répondra. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Pas de question? Parfait. Alors, oui? Oui, allez-y. J'aimerais avoir votre opinion sur le fait que, au tournant du 21e siècle, il y avait aux Nations unies un débat sur le devoir de protéger. D'ailleurs, un des fondateurs de Médecins sans frontières était très présent dans cette suggestion. Et il semble que ça a été complètement oublié maintenant. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revenir avec un débat dans l'opinion publique sur le fait qu'on ne laisse pas les gens se faire massacrer, se faire violer, se faire tuer? Et dans ce sens-là, je dois dire que moi, j'ai une admiration sans borne pour la façon dont Tony Blair avait mis fin à la guerre au Sierra Leone. Peut-être qu'on dit que ce n'était pas très pacifiste, mais ça s'est quand même arrêté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va rapidement réagir à ça. Qui veut réagir aux deux interventions qui ont précédé? Patrick, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir aux deux interventions? Un, deux. Si je peux me permettre, concernant les enjeux climatiques, et on en a discuté d'ailleurs en amont de la rencontre, pour l'instant, les démonstrations des causes liées au climat, les causes migratoires liées au climat, elles restent encore assez tenues. C'est-à-dire que le climat va exacerber les enjeux économiques, d'insécurité, mais à part quelques endroits particuliers dans le monde, notamment évidemment les territoires qui vont carrément disparaître, là on parle des îles notamment particulièrement, il n'y a pas nécessairement de lien causalité, je parle en termes scientifiques, qui démontre qu'il y a un nombre important de migrants climatiques, pour les appeler ainsi. Je vais laisser François indiquer les enjeux juridiques derrière qui se développent un peu, mais c'est pas une vague importante, c'est vraiment ténu et c'est surtout un effet de causalité sur les enjeux d'insécurité et sur les enjeux économiques si on catégorise un peu les facteurs. Donc, c'est un peu à contrario de ce qu'on pourrait imaginer que le climat qui se dégrade cause des millions de personnes déplacées, spécifiquement le climat, mais ce n'est pas le cas. C'est l'insécurité, c'est les enjeux économiques, d'inégalité sociale et d'extrême pauvreté, évidemment, pour lequel le climat va exacerber. C'est parfait. Oui, allez-y. Ça ne marche pas, hein? OK. Moi qui fais de la médiation, négociation de paix, notamment en Afrique subsahélienne, beaucoup par ailleurs de nos négociations, notamment pour les paysans, les bergers qui doivent passer sur un terrain, ça part de problèmes climatiques. Donc, il y a moins d'eau, ils veulent faire passer leurs bêtes et c'est difficile. On fait plus de 1500 traités de paix localement en Afrique, Humanitarian Dialogue Center. Donc, c'est pas des réfugiés climatiques, mais le climat est clairement une variable importante dans le chaos puis dans la déstabilisation. Merci. François, tu voulais ajouter quelque chose? La question climatique également. C'est pas nouveau, les changements climatiques. Le Sahara était vert il y a 5000 ans et le Sahel s'est désertifié tranquillement. Les populations se sont déplacées. Je veux dire, c'est ancien. Une chose que je commence toujours mes cours en disant, nous sommes une espèce animale migrante. On l'oublie, c'est dans notre ADN, on a toujours bougé. Et si je pose la question que je pose chaque année à mes étudiants,
Qui dans la salle habite dans la ville de naissance de ses 4 grands-parents? Pensez-y, là. Voilà. La plus grande migration du 20e siècle, pour nous, c'est l'exode rural. Puis nos grands-parents étaient dans la ruralité. Pour beaucoup d'entre nous, il y a toujours une ou deux mains levées. Hein? C'est pas une exclusion. Mais nous sommes tous des enfants de migrants, des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de migrants. Pour les questions climatiques, les causes sont très souvent le fait que la production agricole, par exemple, diminue parce que la salination d'un champ qui a été envahi par l'eau de mer trop souvent, etc. Et ça, c'est une cause qui existe dans l'histoire et les gens vont se déplacer à cause de ça. Alors, il y a une accélération de ce changement climatique, c'est certain. Il va y avoir des déplacements qui pourraient être importants, mais sur le temps beaucoup plus long. Alors, on n'utilise pas le terme réfugié climatique techniquement parce que le terme réfugié est lié à la persécution. Il peut y avoir de la persécution à l'égard de réfugiés climatiques, ça c'est possible. Par exemple, une minorité qui habiterait dans un coin qui est particulièrement exposé et qui veut se déplacer, le gouvernement l'empêche de se déplacer, l'empêche de la nourrir, de se nourrir, etc. Ça pourrait être de la persécution, il pourrait être des réfugiés, ça c'est possible. Mais pour l'immense majorité des migrants climatiques, on pense aux îles du Pacifique, au bassin du Mekong, etc., là, au Sundarban, là, Bangladesh et Inde, ces gens-là vont se déplacer progressivement, tranquillement, sur plusieurs décennies, et il va falloir qu'on en tienne compte. C'est un autre exode, comme l'exode rural, ça va être un autre exode, et la plupart des gens vont d'abord se déplacer à courte distance. Deuxièmement, les plus mal pris vont se retrouver dans des situations identiques, pas loin, parce qu'ils n'ont pas le luxe ou les moyens d'aller ailleurs. Et d'autres vont aller vers les villes. Les Bangladeshis du Sundarban vont aller vers Dhaka d'abord, avant de passer en Inde. L'Inde a construit 700 km de murs, mais évidemment, ça ne sert à rien. Donc, c'est ça qui va se passer d'abord. Ça va être assez local, d'après ce qu'on peut imaginer dans les temps qui viennent. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je pense que le temps est au remerciement. Je pense que Marie-Claire Dumas va venir remercier nos panélistes et nos participants. Merci beaucoup. Pour ma part, je suis ravie. Merci. C'est trop tôt. On en aurait pris encore. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir informés, nous avoir sensibilisés, nous avoir touchés. Je suis arrivée ici en me disant devoir de solidarité. Je repars avec devoir d'optimisme, ce que je partage entièrement. Pas de cynisme, pas de pessimisme. Un devoir de solidarité et d'optimisme. Merci pour ce vaccin contre l'indifférence, non seulement de Joanne, mais de tous les panélistes. Alors, je remercie aussi chacune d'entre vous dans la salle et j'espère que vous repartez d'ici avec cette détermination d'agir en solidarité et de sortir de l'indifférence ou cultiver le besoin et cultiver l'action en solidarité internationale. Alors, joignez-vous à moi à nouveau pour applaudir nos invités. Merci. Alors, nous avons des petits cadeaux pour vous. Joanne, on vous donnera pas. En passant. Parce qu'il vient de me faire la blague de dire on va recevoir ça en cadeau, ton livre. Puis j'ai dit, ben non, voyons donc. Fait que c'est pas organisé avec moi. Ce qu'on a eu, si vous aviez été là, on peut pas lui en envoyer un? Merci. J'ai mon exemplaire. Il veut son exemplaire, ben oui. Ça m'empêche de me déplacer. Je pense que Joanne signe les livres aujourd'hui, d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, voici venu le temps de vous remercier ceux et celles qui ont contribué à notre campagne annuelle ce soir avec des dons. Et vous êtes donc éligible à un tirage pour la peinture qui est ici, le tableau qui nous a été généreusement offert par la jeune et talentueuse artiste Ashley Simon, qui est d'origine camerounaise et qui a émigré au Québec à l'âge de 2 ans.
Alors, je vais procéder au tirage. Voilà. Oh, c'est un numéro de billet. Non, il y a des noms. Ah, il y a des noms, mon Dieu. Alors, on dit Diane Julie Gagné qui quitte à 17h30. Voulez-vous que je l'appelle? J'ai un numéro de téléphone. Est-ce que c'est bon? Alors, ce sera remis à Madame Gagné. On va l'appeler, oui. Alors, je vous invite à rester avec nous. Il y a un bar qui est ouvert là si vous voulez vous désaltérer. Et je vous remercie de votre présence ce soir.